Les néons d'une ville endormie percent la nuit, dessinant des reflets tremblants sur l'asphalte humide. Une silhouette solitaire se détache, arpentant les trottoirs déserts, le col de son manteau relevé, les épaules voûtées sous le poids d'une journée trop longue, d'une semaine trop lourde, d'une vie qui semble avoir perdu sa couleur. Marc Dubois, la quarantaine, le regard marqué par une lassitude profonde, incarne le reflet de tant d'existences modernes, prises dans la spirale infernale du stress, de la routine et d'un sentiment insidieux de vide. Le tic-tac incessant de l'horloge de son bureau, le brouhaha des conversations superficielles, la pression constante des objectifs inatteignables, tout cela forme une cacophonie familière, assourdissante, qui a peu à peu érodé la joie de vivre, la flamme qui animait autrefois son regard. Il navigue dans cette métropole vibrante, mais il est seul, étranger à l'effervescence qui l'entoure, prisonnier d'une toile d'araignée invisible, tissée de désillusions. Ce mal-être, cette sensation que quelque chose manque cruellement, n'est pas une fatalité. Il est le symptôme d'une quête universelle, celle du sens, de l'épanouissement, de cette étincelle qui transforme la simple existence en une vie digne d'être vécue. Marc, comme tant d'autres, aspire à retrouver cette légèreté, cette capacité à apprécier les petits bonheurs, à traverser les épreuves sans sombrer dans le désespoir. Il cherche une échappatoire, non pas une fuite, mais une transformation profonde de sa perception, une redéfinition de sa relation au monde et à lui-même. La question qui flotte dans l'air, aussi palpable que le brouillard urbain, est celle de savoir comment retrouver cette lumière quand tout semble plongé dans l'ombre. Comment réveiller l'âme assoupie quand le quotidien nous assomme. C'est dans ce paysage intérieur de doute et de lassitude qu'un événement inattendu vient semer une graine de changement. Un matin, comme par une étrange coïncidence, une série de 6 messages, brefs mais d'une profondeur surprenante, commence à apparaître sur son téléphone. Ces messages, porteurs d'une sagesse ancienne, inspirés par les principes du stoïcisme, ne sont pas des conseils génériques. Ils sont conçus pour interpeller, pour inviter à la réflexion, pour esquisser un chemin différent. Ils s'adressent directement à l'esprit de Marc, le confrontant à ses propres pensées, à ses réactions automatiques, à ses croyances limitantes. L'un après l'autre, ces messages agissent comme des petites piqûres de rappel, des invitations à observer le monde et soi-même avec un regard neuf, dénué de jugement hâtif et de réactivité émotionnelle. Ces messages ne promettent pas de miracles instantanés, ni de solutions miracles. Ils proposent une approche, une méthode, un art de vivre. Le premier pourrait parler de la perception, nous invitant à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe. Le second, peut-être, aborderait la vertu comme seul bien véritable. Un autre nous rappellerait la nature éphémère de toute chose, nous encourageant à embrasser l'instant présent. Ces fragments de sagesse, délivrés avec une constance rassurante, commencent à ébranler les fondations de son cynisme. La voix qui les prononce, bienveillante et posée, devient une compagne discrète dans sa solitude. Un murmure de raison au milieu du tumulte intérieur. Le défi est immense. Marc est un homme ancré dans ses habitudes. Son scepticisme est une armure forgée par des années d'expériences décevantes. L'idée même que des simples messages puissent changer sa vie lui semble naïve, voire absurde. Pourtant, une curiosité fragile commence à poindre. Une petite voix intérieure qui murmure « Et si ?» Et si cette philosophie, pratiquée depuis des siècles par des esprits brillants, avait encore quelque chose à offrir à un homme moderne, dépassé par son époque? Et si la clé du bonheur ne se trouvait pas dans la quête effrénée de biens extérieurs, mais dans la maîtrise de son propre monde intérieur? La confrontation avec cette nouvelle perspective est le premier acte d'une transformation qui s'annonce profonde, un voyage initiatique au cœur de soi-même, guidé par la lumière intemporelle de la sagesse stoïcienne. Le spectacle de la vie urbaine, autrefois symbole de sa détresse, pourrait bien devenir le théâtre de sa renaissance. Le scepticisme initial de Marc n'est pas une simple réticence, il est la manifestation d'un mécanisme de défense profondément ancré, une armure forgée par des déceptions passées
et une vision du monde empreinte d'un réalisme parfois brutal. L'idée même que des pensées puissent avoir un pouvoir transformateur réel se heurte à son expérience vécue, où les solutions semblent toujours externes, matérielles, dépendantes des circonstances et des autres. Imaginez-le devant son écran d'ordinateur, la lueur bleue du moniteur se reflétant dans ses yeux fatigués, chaque nouveau message stoïcien accueilli par un haussement d'épaules silencieux, une moue dubitative. L'un des premiers messages pourrait suggérer de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, une notion qui, à première vue, semble dérisoire face à l'immensité des problèmes qui l'accablent. La pression au travail, les tensions familiales, le sentiment d'isolement dans la foule. Il pourrait songer à son patron, à ses collègues, aux événements économiques mondiaux, tant de facteurs échappant totalement à son influence. Le contraste visuel ici serait frappant. La grisaille de son bureau, les piles de dossiers informes, le mouvement mécanique des doigts sur le clavier, opposé à la clarté du message sur son écran, une lueur d'espoir potentiel dans la pénombre. Pourtant, une curiosité insidieuse commence à le ronger. La répétition des messages, leur constance, commencent à percer cette carapace. Il ne s'agit pas de nier la réalité des difficultés, mais de changer le prisme à travers lequel elles sont perçues. Considérez, par exemple, une situation concrète, un embouteillage monumental qui le met en retard pour un rendez-vous important. La réaction habituelle de Marc serait une montée de colère, des jurons, une frustration impuissante qui empoisonne son humeur pour le reste de la journée. Mais cette fois, un écho du message sur le contrôle résonne en lui. Il ne peut contrôler le trafic. Les autres conducteurs ni le temps lui-même. Par contre, il peut contrôler sa réaction. Il peut choisir de ne pas laisser cet événement gâcher son après-midi. Dans ce moment, l'image pourrait passer de la vue claustrophobique de l'intérieur de sa voiture, les klaxons résonnant à un plan plus large, le montrant en train de fermer les yeux un instant, de respirer profondément, puis de mettre une musique apaisante. Ce petit changement d'attitude, cette première application consciente d'un principe stoïcien, est une victoire silencieuse, presque imperceptible, mais fondamentale. C'est dans ces micro-ajustements que réside la véritable force de cette démarche. Il ne s'agit pas de devenir un ermite détaché du monde, mais d'apprendre à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Prenons un autre exemple, une critique acerbe de la part d'un collègue. La réponse instinctive de Marc serait la défensive, l'argumentation, peut-être même la rancune. Cependant, le message stoïcien sur l'importance de ne pas accorder trop de valeur aux opinions extérieures, surtout celles qui sont dénuées de bienveillance, pourrait l'inciter à une approche différente. Il pourrait alors se demander, cette critique est-elle fondée ? Y a-t-il une leçon à en tirer, indépendamment de la manière dont elle a été formulée ? Ou est-ce simplement l'expression de l'insécurité ou de la malveillance de l'autre ? Quelque chose qui, en fin de compte, ne le regarde pas. Le film pourrait alors montrer un gros plan sur le visage de Marc, passant d'une expression crispée à une plus neutre, voire légèrement curieuse, avant qu'il ne réponde calmement, sans agressivité. Ces premières expériences, loin d'être des triomphes éclatants, sont des expériences, des essais. Parfois, la vieille réaction reprend le dessus, et Marc se retrouve à regretter sa perte de contrôle. Mais le fait même qu'il soit capable de reconnaître cet écart, de se dire « j'aurais pu faire mieux », est déjà un signe de progrès. C'est la prise de conscience, la capacité à observer ses propres automatismes sans s'y identifier complètement, qui marque le début d'une véritable transformation. L'importance de la régularité devient alors primordiale. Ces messages ne sont pas des pilules magiques à prendre une seule fois. Ils sont des rappels constants, des invitations à pratiquer, à réajuster, à persévérer. Chaque jour offre son lot de défis, petits et grands, qui sont autant d'opportunités de mettre en pratique les enseignements reçus. La vie, dans sa complexité et son imprévisibilité, devient le véritable laboratoire de cette nouvelle philosophie. La ville, avec son rythme effréné, ses interactions sociales parfois conflictuelles, ses imprévus constants,
se révèle être le terrain de jeu idéal pour cultiver cette nouvelle forme de sagesse intérieure. L'application des préceptes stoïciens ne se limite pas aux réactions face aux contrariétés externes. Elle s'étend profondément à la manière dont Marc gère ses propres émotions et pensées internes. Considérez maintenant la façon dont une préoccupation excessive pour l'avenir, cette tendance à anticiper les problèmes potentiels et à s'imaginer le pire scénario peut paralyser l'action présente. Auparavant, Marc passait des heures à ruminer sur des « et si » hypothétiques, s'épuisant mentalement avant même qu'un quelconque événement ne se produise. La philosophie stoïcienne, par l'entremise de ses messages quotidiens, lui offre une nouvelle perspective. L'importance de se concentrer sur l'instant présent, sur les actions concrètes qu'il peut entreprendre maintenant. Il ne s'agit pas d'ignorer la planification, mais de la distinguer de l'anxiété stérile. Par exemple, face à la perspective d'une présentation complexe devant des clients, Marc aurait pu sombrer dans une spirale d'inquiétude concernant la réaction du public, les questions difficiles, l'éventualité d'un échec. Désormais, il est invité à décomposer cette tâche en étapes gérables, préparer son discours, répéter ses arguments, anticiper les objections possibles, mais surtout, se focaliser sur l'exécution de chaque étape avec diligence. L'image pourrait passer de son visage soucieux, perdu dans ses pensées, à un plan montrant ses mains travaillant méticuleusement sur des diapositives, puis un autre où il s'exerce devant un miroir, le regard concentré, le corps détendu. En outre, la compréhension de la nature transitoire de toute chose, un pilier du stoïcisme, commence à modifier la perception de Marc sur le succès et l'échec. Il réalise que l'attachement excessif au résultat, qu'il soit positif ou négatif, est une source majeure de souffrance. Un projet couronné de succès, s'il y attache une valeur démesurée, ne lui apportera qu'une joie éphémère, suivie de la peur de le perdre ou de ne pas pouvoir réitérer cet exploit. Inversement, un échec, s'il le considère comme une catastrophe personnelle, peut le miner durablement. Les messages le poussent à cultiver une forme d'indifférence vertueuse envers les événements extérieurs, y compris les réussites. L'accent est mis sur l'effort, sur l'intention droite, sur l'action vertueuse, indépendamment de l'issue. Imaginez une scène où Marc reçoit la confirmation d'un contrat important. Au lieu d'une explosion de joie exubérante, on le voit esquisser un sourire discret, hocher la tête avec une satisfaction calme, puis immédiatement se tourner vers la tâche suivante. La caméra pourrait alors se focaliser sur la manière dont il traite l'information, avec la même application que s'il s'agissait d'une simple mise à jour, soulignant ainsi sa capacité à rester ancré et centré. Par ailleurs, la philosophie stoïcienne encourage une introspection profonde sur les désirs et les aversions. Marc découvre que beaucoup de ses insatisfactions proviennent de désirs mal placés, le désir de reconnaissance, le désir de confort matériel, le désir d'être aimé de manière inconditionnelle. De même, ces aversions sont souvent dirigées vers des choses qui, en réalité, ne nuisent pas à sa vertu, le désagrément d'une tâche fastidieuse, la critique d'une personne qu'il méprise, une légère inconvénience. Progressivement, il apprend à réorienter ses désirs vers ce qui est véritablement bon, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance, et à accepter avec équanimité ce qui est extérieur à sa volonté. Considérons une situation où un ami annule un dîner à la dernière minute. L'ancienne réaction de Marc aurait été la déception, le sentiment d'être délaissé. Aujourd'hui, il peut se dire « c'est son choix et je ne peux le contrôler. Ce qui dépend de moi, c'est de ne pas laisser cette déception gâcher ma soirée. Je peux profiter de ce temps pour lire, pour méditer ou simplement pour me reposer. » Le plan pourrait alors le montrer non pas seul et abattu, mais reading the provided JSON data. I understand you want me to generate a comprehensive text about a character named Marc Dubois, who rediscovers the joy of living through Stoic philosophy. The text should follow the 5W2H, what, why, where, when, who, how much structure, be approximately 3,000 words long, and be written entirely in French without any explicit headings or markers. It needs to flow as a continuous narrative,
with each 5W2H element being developed in approximately 600 words. Crucially, each subsequent section must introduce completely new information, perspectives, applications, or deeper facets, avoiding any repetition of concepts, examples, or specific phraseology from previous parts. The tone should be reflective and inspiring, with visual elements described implicitly. The content must be family-friendly and suitable for all ages. Here's the continuation, focusing on the where aspect, building upon the established narrative. Le théâtre de cette transformation intérieure est une métropole tentaculaire, une jungle de béton et de verre où le rythme effréné de la vie moderne semble souvent écraser l'individu. C'est dans cet environnement, marqué par une architecture imposante et une foule anonyme, que Marc Dubois évolue. Les scènes de son quotidien se déroulent dans des lieux emblématiques de cette urbanité contemporaine. Son bureau, tout d'abord, représente le cœur de sa struggle. Un espace impersonnel, baigné d'une lumière artificielle souvent blafarde, où les cloisons modulaires symbolisent l'isolement malgré la proximité des collègues. Les murs nus, les écrans omniprésents, le bourdonnement constant des ordinateurs et des conversations téléphoniques créent une atmosphère de pression et de superficialité. C'est ici que le poids des responsabilités professionnelles pèse le plus lourd, où le sentiment de n'être qu'un rouage dans une machine plus grande est le plus prégnant. Les fenêtres, souvent hautes et donnant sur une vue imprenable de la ville, paradoxalement, accentuent son sentiment d'enfermement, le rappelant à la fois la grandeur du monde extérieur et son incapacité à en jouir pleinement. Les interactions dans ces murs sont souvent brèves, axées sur les tâches à accomplir, laissant peu de place à la connexion humaine authentique. Ensuite, il y a les rues de cette cité, un kaléidoscope d'activités incessantes. Les trottoirs bondés aux heures de pointe, où les flux humains se croisent sans vraiment se voir, deviennent un symbole de sa propre solitude au milieu de la multitude. Les transports en commun, qu'il emprunte quotidiennement, sont un microcosme de la société, offrant des aperçus fugaces de vies diverses, mais renforçant aussi le sentiment d'anonymat. Les cafés animés, les restaurants bruyants, les centres commerciaux, tous ces lieux de consommation et de divertissement qu'il fréquente parfois par habitude ou par obligation sociale, lui apparaissent désormais sous un jour nouveau. Il y observe les interactions, les expressions, les attentes et commence à y déceler les mêmes schémas de désir, d'anxiété et de recherche de validation qui le tourmentaient. La ville, dans sa diversité et son dynamisme, devient un miroir de l'âme humaine, avec ses lumières et ses ombres. Cependant, la transformation de Marc ne se déroule pas uniquement dans ces espaces bruyants et sollicitants. Les messages stoïciens l'invitent également à rechercher des lieux de quiétude, des havres de paix où l'introspection est possible. Un parc urbain, avec ses arbres majestueux et ses sentiers sinueux, devient un refuge privilégié. Assis sur un banc, observant la nature malgré le tumulte environnant, il trouve un espace pour respirer, pour laisser les pensées s'apaiser. L'architecture même de ces espaces verts, conçus pour offrir une évasion du béton, contraste avec l'environnement habituel de Marc, symbolisant le passage d'un monde extérieur contraignant à un monde intérieur plus serein. Son appartement, autrefois simplement un lieu de repos fonctionnel, commence à se transformer en un sanctuaire personnel. La manière dont il réorganise son espace, la lumière qu'il choisit d'y faire entrer, les objets qu'il décide de conserver ou d'écarter, tout cela reflète son évolution intérieure. Les moments passés dans le calme de son foyer, loin des sollicitations extérieures, deviennent cruciaux pour assimiler les enseignements et pratiquer la méditation sur les principes stoïciens. La pertinence de ces lieux réside dans leur capacité à amplifier le message stoïcien. La ville moderne, avec son individualisme exacerbé, sa culture de la consommation et sa course à la performance, constitue le terreau idéal pour expérimenter les vertus stoïciennes de détachement, de résilience et de concentration sur l'essentiel. Le contraste entre le chaos extérieur et la quête de sérénité intérieure est particulièrement frappant dans ce contexte. Chaque coin de rue, chaque interaction, chaque observation
devient une opportunité d'appliquer les leçons. La vue d'un immeuble imposant peut lui rappeler la fugacité de toute chose, y compris des constructions humaines les plus solides. Le bruit incessant de la circulation peut devenir un exercice de concentration, apprenant à ne pas se laisser distraire par les stimuli extérieurs. La ville n'est donc pas un simple décor, mais un acteur à part entière de cette transformation. Un environnement qui, loin d'être subi, est activement réinterprété par Marc à travers le prisme de sa nouvelle philosophie. Les moments où la lumière du soleil perce les nuages au-dessus des gratte-ciel, illuminant brièvement une rue autrement sombre, deviennent des métaphores visuelles de l'espoir et de la clarté qui commencent à poindre dans sa vie. La dimension temporelle de la transformation de Marc est intrinsèquement liée à la nature même des enseignements qu'il reçoit. Il ne s'agit pas d'une révolution instantanée, mais d'une évolution progressive, jalonnée de prise de conscience et d'applications concrètes. La réception des 6 messages marque le point de départ, une impulsion initiale qui vient ébranler sa torpeur. Cependant, l'intégration de ces principes dans son être profond demande du temps, de la patience et une pratique assidue. Chaque jour devient un nouveau terrain d'expérimentation. Le premier message, par exemple, pourrait porter sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Marc ne passe pas du cynisme à l'acceptation en un claquement de doigts. Il y a d'abord une phase de confusion, où il tente d'appliquer cette idée de manière trop littérale, se retirant peut-être d'une situation où son intervention serait pourtant nécessaire. Puis, au fil des jours, guidé par les messages suivants qui affinent la compréhension, il apprend à discerner les nuances. La mise en application de ce principe lors d'une réunion tendue, par exemple, ne se fait pas du jour au lendemain. Elle implique plusieurs tentatives, des moments où il retombe dans ses vieux réflexes de frustration face aux paroles d'un collègue, suivis de moments où il parvient, avec plus de succès, à se concentrer sur sa propre contribution, sur la manière dont il peut exprimer son point de vue calmement et rationnellement, sans se laisser emporter par les émotions négatives des autres. L'importance du rythme quotidien est soulignée par la structure même des messages. Ils sont délivrés jour après jour, créant une routine de réflexion. Ce cadencement régulier est essentiel pour ancrer les nouvelles habitudes mentales. Voyez cela comme l'arrosage constant d'une plante. Une seule dose massive ne suffirait pas. C'est la constance qui permet à la racine de se développer. Marc pourrait avoir un moment dédié chaque matin, avant même de consulter ses emails professionnels, pour lire et méditer sur le message du jour. Ce rituel matinal, d'une durée initialement courte, s'allonge progressivement à mesure qu'il en perçoit les bienfaits. L'image pourrait montrer Marc, encore dans la pénombre de son appartement, son téléphone à la main, le visage moins fermé qu'à l'accoutumée, un léger sourire aux lèvres, alors qu'il assimile la pensée du jour. Cette constance permet de transformer des concepts philosophiques abstraits en réflexes comportementaux. En outre, il est crucial de comprendre que la transformation ne suit pas une ligne droite ascendante. Il y aura des jours où Marc se sentira découragé, où les anciens schémas de pensée ressurgiront avec force. Ces moments de rechute ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage supplémentaires. Le message du jour suivant pourrait justement aborder la notion de persévérance face à l'adversité, ou la compréhension que le progrès n'est pas toujours linéaire. Par exemple, après une journée particulièrement difficile où il a réagi de manière excessive à une situation, il pourrait lire un message sur l'autocompassion et l'importance de ne pas se juger trop sévèrement. L'image pourrait alors montrer Marc le soir, regardant par la fenêtre les lumières de la ville, non plus avec désespoir, mais avec une forme de résignation, empreinte de détermination, prêt à recommencer le lendemain. La durée de cette transformation est donc relative. Elle se mesure moins en semaines ou en mois qu'en une série d'instants conscients où Marc choisit d'agir différemment. L'articulation de ces messages, sur une période définie, 6 jours, comme suggéré, crée une structure narrative claire. Mais la véritable fin du calendrier est le début d'un engagement à plus long terme. La fin de cette séquence initiale n'est pas une conclusion,
mais une ouverture. Marc a acquis les outils, il a compris les principes fondamentaux. Désormais, la tâche consiste à intégrer cette philosophie dans la durée, à en faire un mode de vie. Il ne s'agit plus de suivre des instructions, mais de cultiver une sagesse intérieure qui guidera ses actions sur le long terme. La temporalité de cette démarche est donc cyclique. Chaque jour apporte son lot de défis et chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer et de grandir. La ville, avec ses changements constants de météo, de saison, de rythme, devient le témoin de cette évolution temporelle, reflétant la nature dynamique de la vie et de la croissance personnelle. Les jours de pluie peuvent symboliser les moments de doute, tandis que les journées ensoleillées représentent les périodes de clarté et de progrès. La durée de son parcours n'est pas une course contre la montre, mais une invitation à savourer chaque étape, à apprendre de chaque instant et à construire progressivement une vie empreinte de sens et de sérénité. En considérant la trajectoire parcourue jusqu'à présent, il devient évident que le parcours de Marc n'est pas une simple succession d'événements, mais une alchimie subtile où chaque élément, d'abord disparate, trouve peu à peu sa place dans un ensemble cohérent. L'environnement urbain, loin d'être un simple décor, s'est révélé être un catalyseur, un miroir complexe, reflétant les luttes intérieures et les aspirations naissantes. La trame temporelle, quant à elle, a démontré que la véritable transformation ne naît pas de l'impatience, mais de la persévérance quotidienne, d'une culture patiente des principes qui, jour après jour, façonnent une nouvelle manière d'être au monde. Ces fils conducteurs, tissés avec soin, convergent maintenant vers un point culminant, une synthèse des implications profondes qui s'annoncent. Ce cheminement, marqué par une alternance de découvertes et d'ajustements, a progressivement érigé une structure mentale plus solide, capable de résister aux assauts des aléas. Il ne s'agit plus de réagir aux circonstances, mais d'agir en accord avec une boussole intérieure affinée. L'accumulation de ces instants de clarté, ces petites victoires sur soi-même, a créé un élan, une dynamique qui porte Marc vers une nouvelle compréhension de son potentiel. L'image mentale qui se dessine est celle d'un artisan méticuleux qui, après avoir rassemblé ses outils et compris les techniques, commence à façonner son œuvre avec assurance et sérénité. La convergence de ces réflexions nous amène à percevoir non pas une fin, mais un approfondissement, une intégration qui transcende la simple application de règles. C'est la naissance d'une nouvelle perspective, où les défis d'hier deviennent les tremplins de demain. En contemplant ce voyage, on ressent la montée d'une anticipation, la promesse d'une plénitude qui, bien que déjà perceptible, trouve encore sa pleine expression. Les fondations sont posées, les matériaux sont prêts. La véritable construction de l'être dans sa pleine maturité est sur le point de se révéler. Le parcours de Marc, loin de s'achever avec la fin de la séquence initiale de messages, trouve sa véritable consécration dans l'intégration profonde et continue de la sagesse stoïcienne. Ce n'est pas une destination atteinte, mais une manière d'habiter le monde, une philosophie vivante qui imprègne chaque instant. La ville, autrefois symbole de son aliénation, est désormais le creuset de sa sérénité retrouvée. Les mêmes rues animées, les mêmes défis professionnels, les mêmes interactions sociales sont perçues à travers un prisme transformé. La clé ne réside pas dans le changement des circonstances extérieures, mais dans la métamorphose du regard intérieur. Marc a appris à observer le flux incessant de la vie urbaine, non pas comme une source de stress, mais comme une démonstration vivante de la nature éphémère de toute chose et de la puissance de l'instant présent. Il navigue dans cette effervescence avec une calme assurance, conscient de ce qui dépend de lui et de ce qui lui échappe, choisissant délibérément de concentrer son énergie sur l'action vertueuse plutôt que sur l'inquiétude stérile. Les 6 messages n'étaient que l'étincelle initiale, le catalyseur qui a allumé la flamme de la réflexion. La véritable pratique commence maintenant dans la durée, dans la répétition consciente des principes qui ont résonné en lui. Il ne s'agit plus de suivre un guide, mais de devenir soi-même le guide de sa propre existence, armé des outils de la raison, de la tempérance, du courage et de la justice.
La sérénité qu'il a trouvée n'est pas une absence d'émotions, mais une capacité à les comprendre, à les accepter sans s'y identifier et à ne pas les laisser dicter ses actions. Les moments de doute, les inévitables contretemps, ne sont plus des signes d'échec, mais des occasions d'affiner sa pratique, de renforcer sa résilience. L'image finale pourrait le montrer, non pas dans un lieu exceptionnel, mais dans un moment ordinaire. Peut-être en train de savourer une tasse de café le matin, le regard tourné vers la fenêtre, un léger sourire aux lèvres, observant la ville s'éveiller. La lumière du soleil, cette fois, ne semble pas seulement éclairer le paysage urbain, mais aussi illuminer son visage d'une paix intérieure profonde et tranquille. Il n'y a plus de lutte visible, seulement une acceptation sereine, une présence attentive au monde. Il pourrait ensuite se lever, non pas avec la hâte habituelle, mais avec une démarche posée, prêt à accueillir la journée. Non pas comme un ennemi à combattre, mais comme une opportunité de vivre en accord avec ses valeurs. Le film se termine sur cette image de calme, de présence, laissant le spectateur avec le sentiment qu'une transformation durable s'est opérée, non par magie, mais par un choix conscient et persévérant de cultiver la sagesse intérieure. La véritable pratique, celle qui façonne le caractère et donne un sens profond à l'existence, se poursuit au-delà du cadre de l'histoire, invitant chacun à sa propre introspection et à son propre cheminement vers une vie plus sereine et plus significative.